Bonjour à tous. Durant les quelques minutes qui suivent, je vais vous parler de l'apport du speckle tracking dans l'étude des structures cardiaques gauches. Alors, petit rappel tout d'abord, voilà, je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer. Alors, je voudrais vous rappeler les principes de la contraction myocardique. Vous savez que la contraction myocardique est un phénomène complexe où vous avez des fibres qui sont arrangées de façon différente en fonction que l'on part de l'épicarde, de la partie médiane ou de l'endocarde. Alors cet arrangement permet d'expliquer la déformation complexe du cœur où vous avez à la fois une contraction ou une rotation. Cette déformation, que l'on appelle aussi le strain, va permettre d'évaluer la mécanique cardiaque. En pratique, le mouvement, la contraction myocardique peut être décomposé en trois déformations principales ou strain. Nous allons parler du strain longitudinal global que vous voyez en A, du strain circonférentiel en B et du strain radiaire. Alors, plusieurs techniques ont été utilisées pour analyser cette déformation. La technique dont nous allons parler aujourd'hui et qui est la technique qui est couramment utilisée est celle du speckle tracking. Alors, je ne vais malheureusement pas avoir le temps de vous rappeler longuement les principes, mais rappelez-vous qu'on prend des petits échos dans l'image échographique et qu'on va suivre leur parcours et avoir ainsi d'image en image une idée de la déformation myocardique. Alors, quand on regarde ces fibres longitudinales, elles sont particulièrement sensibles à toute attaque, d'une part parce qu'elles sont localisées au niveau du subendocarde et d'autre part parce qu'elles sont relativement peu importantes. Cela veut dire que si l'on peut identifier une dysfonction subclinique en analysant la contraction longitudinale que l'on va voir avant d'avoir une détérioration de la fonction ventriculaire gauche. Alors, ça pourrait être utilisé comme facteur pronostic. Alors, évidemment, durant cette présentation, je ne pourrai pas couvrir l'ensemble des applications de speckle tracking. J'ai donc fait un choix un peu personnel, mais aussi de vous présenter principalement les trois applications qui sont à ce stade-ci les plus abouties, c'est-à-dire les applications en cardio-oncologie, en pathologie valvulaire ou dans les cardiomyopathies. Alors, de nombreuses études se sont penchées sur la détection de la cardiotoxicité. Vous savez, de nombreux agents utilisés pour des chimiothérapies ou bien même la radiothérapie. Et si l'on regarde l'ensemble de ces études, ceci provient d'une méta-analyse qui va vous montrer qu'en fait, une diminution de 10 à 15% par rapport au taux de base du strain longitudinal global permet déjà de prédire une cardiotoxicité des substances. Ce paramètre est à tel point valable qu'il a été introduit dans des consensus d'experts. Alors, je vous présente ici celui de la Société américaine d'échographie, qui est aussi approuvé par la Société européenne de cardiologie, où vous voyez que si on a une modification de plus de 10 à 15%, eh bien, on considère qu'on a une atteinte toxique. Alors, on peut aussi détecter des conséquences cliniques à long terme chez des patients longuement après avoir pris des anthracyclines, par exemple. Vous voyez dans cette étude anglaise que chez des patients même tout à fait asymptomatiques, eh bien, on a une diminution du strain global. Alors, on peut maintenant changer de chapitre et prendre comme exemple la sténose aortique. Eh bien, non seulement on a une diminution de la déformation longitudinale chez ces patients qui ont une sténose aortique en fonction de la sévérité de la sténose, mais même à fraction d'éjection égale, vous allez voir que le pronostic des patients est nettement plus défavorable s'ils ont une atteinte de leur déformation, autrement dit de leur strain longitudinal. Alors, on peut aussi l'utiliser pour des cardiomyopathies. Alors, voici un petit exercice amusant. En fait, à fraction d'éjection conservée et constante, vous allez voir que les patients qui ont une cardiopathie hypertrophique ou les patients qui ont une cardiopathie avec de l'amyloïdose vont avoir des valeurs de strain longitudinal différentes. Donc, on peut non seulement les différencier, donc ça peut être un outil, mais ça peut aussi être un outil, par exemple, pour regarder le risque d'arythmie chez ces patients. Vous voyez que dans cette étude, on a une atteinte plus importante du strain longitudinal chez les patients qui vont avoir plus de fibrose
en IRM et qui vont également faire plus d'arythmie. Alors, ce qui est amusant, c'est que cette mesure de strain longitudinal, eh bien, elle est plus puissante que la fraction d'éjection seule pour prédire la mortalité dans une population. Voici une étude qui avait été faite il y a quelques années sous la direction de Tom Marwick, et vous pouvez voir dans le premier panneau qu'en fait, si on fait une étude, on apporte des éléments supplémentaires en ajoutant le strain global pour prédire la mortalité. Et ceci, c'est surtout vrai pour les patients qui ont une fraction d'éjection de plus de 35%, comme vous le montre le second tableau. Alors, on va changer un petit peu, passons aux oreillettes. On peut faire des analyses de physiologie de l'oreillette. Comme le montré dans cette étude, on peut analyser les différentes phases, la phase de remplissage, la phase de conduit passif que l'on rencontre aussi. Donc, on n'a malheureusement pas le temps de détailler, mais ce sont des choses qui sont faisables. Alors, vous allez me dire quelle est l'application clinique de ce genre d'étude. Eh bien, une application clinique, eh bien, ce serait, par exemple, cette autre étude qui vous montre que des patients qui ont une hypertension, un diabète, et qui pourtant ont des oreillettes qui paraissent, on va dire, macroscopiquement ou échographiquement normales, puisqu'elles ont une taille normale, eh bien, on peut déjà voir des anomalies de strain, de déformation au niveau de ces oreillettes, qui ont sans doute une signification pathologique, montrant que le tissu myocardique n'est pas tout à fait normal. Alors, les développements futurs, et c'est déjà, non, c'est d'arriver au Speckle 3D, à l'analyse non plus en 2 dimensions, comme je vous ai expliqué, mais à l'analyse en 3 dimensions. Et vous allez voir que cette analyse en 3 dimensions qui commence à se développer, donc on prend une déformation globale du ventricule gauche, eh bien, elle a une excellente corrélation avec les mesures de déformation qui sont faites en tacking par l'IRM, qui, comme vous le savez, est le gold standard pour l'analyse de la déformation myocardique. On peut évidemment encore faire beaucoup d'autres choses, mais le temps est limité, nous n'avons pas l'opportunité d'en parler. On peut se pencher sur les cardiopathies ischémiques, on peut faire des analyses de physiologie et de torsion. Alors, en conclusion de ce bref exposé, je voudrais vous dire que le Speckle tracking offre non seulement la possibilité d'explorer les mécanismes du ventriculaire ou de la contraction auriculaire, mais donne aussi de nouveaux aperçus sur certaines pathologies et va surtout déterminer les circonstances, les apparitions précliniques de pathologie. Il faut savoir que ça devrait faire partie de l'examen clinique de base, surtout dans les domaines de la cardiomyopathie, de l'oncocardiologie et des pathologies vasculaires, et certainement le développement 3D va être très utile. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous, merci au comité scientifique et à Philips de me faire participer à cette session sur l'analyse du ventricule droit, comment l'analyser et dans quelles indications. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. L'analyse du ventricule droit est, comme vous le savez, une analyse multiparamétrique. Nous disposons à l'heure actuelle de nombreux indices en échographie transthoracique pour l'analyse de la fonction du ventricule droit. Vous connaissez le TAPS, l'ONDES, la fraction de raccourcissement, l'indice de Tay et au niveau hémodynamique, l'analyse des pressions pulmonaires par l'évaluation de l'insuffisance tricuspide et de l'insuffisance pulmonaire. Au-delà de ces paramètres usuels, il y a aujourd'hui en échographie de nouveaux outils qui ont été développés. L'analyse de la déformation du ventricule droit en échographie transthoracique avec le strain, l'analyse du ventricule droit en 3D avec de nouveaux outils et nous toucherons quelques mots aussi, bien sûr, de l'imagerie de coupe avec l'analyse en IRM et en scanner. Tout d'abord, en échographie transthoracique, l'analyse de la déformation myocardique. Donc, à l'heure actuelle, on a des nouveaux outils, de nouveaux softwares de post-traitement pour analyser spécifiquement la déformation myocardique du ventricule droit. On a des recommandations mises à jour assez récemment sur
comment réaliser de bonnes acquisitions pour analyser le ventricule droit. Donc, ce qui est mis en avant, c'est qu'il faut vraiment réaliser une analyse ciblée du ventricule droit sur une incidence dédiée, notamment pour bien dégager la paroi libre du ventricule droit. Il faut utiliser aussi un software dédié à l'analyse du ventricule droit et un software qui permet vraiment une analyse dynamique de ce ventricule droit. Dans les recommandations, il est bien mis en avant qu'il faut analyser la paroi libre du ventricule droit. Pendant un certain temps, on a eu un débat dans la littérature sur l'analyse des segments, de l'ensemble des segments du ventricule droit ou juste la paroi libre. Et donc, ce qui est mis en avant dans les recommandations, c'est plutôt utiliser l'analyse de la déformation de la paroi libre du VD avec le segment basal, médian et apical du VD. À savoir que ce qui est reconnu comme valeur normale dans la littérature pour la paroi libre du ventricule droit est une valeur seuil autour de moins 20% chez un sujet normal. Donc ici, un exemple pratique sur un software permettant l'analyse de la déformation de la paroi libre du VD. Donc vous voyez qu'à partir d'une incidence dédiée au ventricule droit, on va aller sélectionner le software d'analyse de la déformation vraiment dédié au ventricule droit. Et ensuite, en fait, automatiquement, vous voyez que le software va va faire une détection endocardique pour aller traquer la déformation du ventricule droit. Si vous voulez vous modifier cette détection automatique qui a été faite, vous voyez, vous pouvez prendre la main sur le contourage endocardique et modifier les points vous-même. Et donc, voilà, ceci avec une extrême facilité. Et puis, vous pouvez relancer ainsi le calcul de la déformation myocardique du ventricule droit. Un autre outil intéressant, c'est aussi le fait de pouvoir vous positionner sur différents cycles cardiaques. Là, vous voyez, l'opérateur va aller prendre la main sur le cycle qui a été analysé. Il va se positionner finalement sur un autre cycle enregistré sur le software pour pouvoir tester sur une autre partie du cycle cardiaque l'analyse de la déformation myocardique. Et donc, automatiquement, le logiciel de post-traitement va aller recalculer l'analyse de la déformation myocardique. Et donc là, vous voyez chez ce patient, la première ligne à moins 23% correspond bien au strain de la paroi libre du ventricule droit. Et donc voilà, donc vous voyez tous ces outils qui vous permettent de calculer très facilement votre déformation myocardique du ventricule droit. Une autre possibilité, on l'a déjà évoqué en introduction, c'est l'analyse du ventricule droit en 3 dimensions. Donc, de la même façon que pour l'analyse de la déformation, il faut bien cibler votre acquisition pour bien dégager votre ventricule droit, bien avoir la paroi libre et votre volume ventriculaire droit entier. Et puis, vous allez aller sélectionner un software dédié à l'analyse du ventricule droit en 3D. Dès que vous sélectionnez ce software, de la même façon que pour la déformation, il va y avoir un contourage automatique endocardique proposé par le logiciel. Donc, vous voyez, il y a vraiment eu d'énormes progrès faits sur l'analyse du ventricule droit. Comme tout à l'heure, vous pouvez prendre la main pour modifier le contourage endocardique et si besoin, voilà, modifier ce que le software a fait automatiquement. Vous voyez que la détection est quand même très, très bonne. On peut aussi aller visualiser les repères que le software a pris pour analyser les VD. Donc, on a comme repère l'anneau tricuspide, l'infundibulum pulmonaire. Et donc, comme tout à l'heure, vous avez la main pour modifier, si besoin, les repères pris par le software pour faire le contourage automatique. Et dès que vous modifiez les points d'analyse, vous relancez le logiciel pour la détection automatique. Et donc, à la fin,
à l'étape finale, votre logiciel va vous donner les volumes ventriculaires en 3D, en télédiastole, en télésystole, et la fraction d'éjection du ventricule droit en 3D. Au-delà de l'échographie transthoracique, on a bien sûr en complément les outils d'analyse d'imagerie en coupe, avec en première place l'IRM et en complément le scanner. L'IRM a une place première pour l'analyse du ventricule droit, les analyses volumiques et de fraction d'éjection. Et le scanner trouve aussi sa place, notamment chez les patients qui ont des pacemakers, avec des analyses de fonction, des outils de post-traitement qui sont à l'heure actuelle bien fonctionnels pour l'analyse aussi de la fonction du ventricule droit. Maintenant qu'on a vu finalement les étapes de post-traitement du ventricule droit, finalement, dans quelles indications on peut utiliser l'évaluation de la fonction ventriculaire droite? J'ai envie de dire que les indications sont en fait assez larges. Quand on fait le point sur la littérature, ici dans un premier travail sur 446 patients présentant des maladies cardiovasculaires diverses, avec un suivi de 4 ans, quand on regarde les différents paramètres échographiques permettant à la fois de prédire les décès et les événements cardiovasculaires majeurs, on voit que la fraction d'éjection ventriculaire droite en 3D vraiment apporte une précision dans l'évaluation de ces événements au-delà des paramètres usuels, standards d'échocardiographie. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, ici, une étude très intéressante menée sur 200 patients présentant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée. Ces patients-là avaient tous un TAPS évalué comme normal, un suivi de 28 mois, et on se rend compte que au-delà d'un cutoff évalué aux alentours de 15% pour le strain de la paroi libre du ventricule droit, on voit une différence dans les événements selon la présence d'une altération ou non du strain de la paroi libre du ventricule droit. Donc au total, oui, l'évaluation du ventricule droit est une évaluation multimodale en échographie transthoracique, en IRM et en scanner, mais il faut vraiment souligner l'amélioration récente des softwares de post-traitement en échographie transthoracique pour l'analyse de la déformation myocardique et pour les volumes ventriculaires droits en 3D. Et toutes ces améliorations de ces softwares vont être suivies en pratique clinique par des implications, notamment dans le domaine de l'insuffisance cardiaque, de l'hypertension pulmonaire, de l'infarctus myocardique, de la DVDA et probablement d'autres indications qui vont se développer dans le futur. En vous remerciant pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité pour parler de la place de l'échographie en cardiologie interventionnelle et merci à Philips de soutenir cette session. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Alors pourquoi l'échographie est importante en cardiologie interventionnelle, notamment structurelle? Parce qu'il y a de plus en plus de procédures qui interviennent et qui se développent, notamment sur les valves, que ce soit sur des valves natives ou les valves prothétiques, mais également sur des procédures autres que valvulaires, comme les fermetures d'auricule gauche, les fermetures de CIA, de CIV et de foramen ovale perméable. L'échographie vient en complément de la scopie, puisque la scopie a certains avantages comme l'imagerie en temps réel, la bonne résolution temporelle et spatiale et l'excellente visualisation des structures métalliques, mais il y a certains désavantages également, comme être une imagerie de 2D simple avec un seul plan, une absence de visualisation des structures cardiaques, sauf en cas d'injection de produits de contraste, mais avec les complications que ça peut engendrer. L'échographie, elle, donne une visualisation en temps réel également, mais en 3D avec une bonne visualisation des structures cardiaques, sans produits de contraste et sans irradiation. Les principaux désavantages, c'est que ça reste opérateur dépendant, qu'il y a des artefacts avec le matériel intracardiaque et que la résolution spatiale et temporelle n'est pas toujours optimale, mais ça tend à s'améliorer avec les optimisations des différents constructeurs. Quels sont les outils qu'on a à notre disposition? L'imagerie 2D est très importante, l'imagerie biplan, qui est une imagerie 2D avec 2 plans perpendiculaires qui nécessitent du matériel 3D, l'imagerie 3D ou 4D et l'imagerie de fusion.
À quoi sert l'échographie dans la cardiologie interventionnelle, structurelle? Elle sert bien sûr au bilan lésionnel et à la planification de la procédure, mais en salle d'intervention, elle sert essentiellement à la navigation, à l'orientation intracardiaque, à la ponction transseptale pour les procédures qui le nécessitent, le monitorage du positionnement de la prothèse et son déploiement, l'évaluation immédiate du résultat et la détection précoce de complications potentielles. La ponction transseptale est une étape importante dans toutes les procédures qui vont toucher l'oreillette gauche ou le ventricule gauche, qui se font par voie veineuse. Le site de ponction est particulier à chaque procédure et on utilise la vue bicavale pour s'orienter en supérieur et en inférieur, et on met le mode biplan à partir de cette bicavale pour s'orienter en antérieur et postérieur. La fusion peut aider, notamment pour identifier le site de ponction optimal. Vous avez ici une vue bicavale sur l'image de gauche avec un tenting, donc le cardiologue interventionnel est en train d'appuyer sur le septum interatrial avec l'aiguille de transseptale pour bien situer où il est et où va se faire la ponction. On utilise le mode biplan à partir de cette zone de tenting pour, sur l'image de droite, s'orienter en antéro-postérieur. Vous voyez que l'aorte est à gauche, donc l'antérieur est à gauche. À droite, vous avez une image statique d'une imagerie de fusion où on a positionné un marqueur à partir de l'échographie, le marqueur rouge, au site de ponction optimale, et ça peut aider le cardiologue interventionnel avec la fusion à situer où est le site optimal de ponction. Pour les fermetures d'auricules, les fermetures de FOP et de CIA, on utilise essentiellement le mode biplan. Le 3D est important pour l'évaluation pré-interventionnelle pour déterminer la taille de la prothèse et peut être utile pour évaluer le résultat final. L'imagerie de fusion peut être intéressante, mais n'est pas indispensable. Vous avez en haut un exemple de fermeture d'auricule. Vous voyez que sur l'imagerie de gauche, on utilise le mode biplan pour le déploiement de la prothèse. On peut utiliser le mode fusion qui est sur l'image de scopie juste à côté de l'image échographique. Et l'imagerie 3D en haut à droite nous permet d'évaluer le résultat final, le bon positionnement et la position de la prothèse. En bas, vous avez une fermeture de CIA où on voit en mode biplan toujours orienté sur le septum avec la vue bicavale, la descente de la prothèse sur la CIA, avec l'imagerie fusion correspondante et la prothèse complètement déployée et représentée en bas à droite en imagerie biplan pour le contrôle final avant largage. Donc essentiellement de l'imagerie biplan pour ce type de procédure. Pour l'implantation de clips mitraux, on utilise toutes les modalités. Le 3D, le KD est utilisé essentiellement pour l'alignement du clip le long de la ligne de coaptation de la mitrale. On utilise le mode biplan pour le grasping, c'est-à-dire quand le clip attrape les feuillets en A2P2, alors qu'en A3P3 ou en A1P1, quand on se rapproche des commissures, on va utiliser plutôt le mode multiplan pour être bien perpendiculaire à la ligne de coaptation de la mitrale. L'imagerie, le Doppler couleur est utilisé pour évaluer la fuite résiduelle et la fusion peut être utile pour repérer la zone de ponction transseptale idéale, l'auricule gauche pour éviter d'aller dedans lors de la descente du clip et pour déterminer la zone à clipper. Vous avez ici à gauche une imagerie de paire procédure de MitraClip. Ce qu'on fait après la ponction transseptale, c'est qu'on a l'habitude d'utiliser la fusion pour y mettre un marqueur au niveau du septum où passe la gaine. Ça permet au cardiologue interventionnel de toujours savoir quelle quantité de gaine il a dans l'oreillette gauche au-delà du septum, et ça nous évite, nous, en échographie, d'aller les remesurer sans cesse. Sur l'imagerie de droite, vous avez une vue 3D en face de la vue chirurgicale de la valve mitrale pour l'orientation du clip pour qu'il soit bien perpendiculaire à la ligne de coaptation de la mitrale. Ensuite, vous avez l'exemple d'une patiente qui avait un prolapsus en A1P1, essentiellement prolapsus A1, proche de la zone de la commissure antérieure. La fuite correspondante sur l'imagerie en haut à droite, en couleur. On a positionné un premier clip sur la boucle en bas à gauche. Après le positionnement de ce premier clip, il restait une petite zone de prolapsus. On a fait une analyse plus détaillée en multiplan. Vous voyez ici sur l'imagerie multiplan 3D en bas à droite, tout en bas à droite, qu'il reste une petite boule qui est une zone de prolapsus résiduel qu'il faut traiter. Et on utilise cette imagerie multiplan pour orienter le clip et pour monitorer le positionnement du clip, car on a positionné la ligne rouge parfaitement sur le prolapsus et sur la valve aortique afin de déterminer l'orientation que le clip doit avoir.
vous avez ici le résultat final avec l'implantation des 2 clips et une fuite mitrale résiduelle qui est acceptable. Ensuite, il y a les autres procédures mitrales qui nécessitent un monitorage, le valve-in-valve, le valve-in-ring, les fermetures de fuite périprothétique et les remplacements mitraux transcathétères. Donc, pour ce qui est du valve-in-ring, le 3D est utile. En haut à gauche, vous avez un 3D d'un anneau chirurgical avec une dysfonction. Il est utile pour nous aider à mesurer correctement l'anneau mitral et déterminer la taille de la prothèse que l'on doit mettre et faire le bilan lésionnel. En haut à droite, vous avez l'imagerie biplan du déploiement de la prothèse percutanée dans l'anneau, et en bas, vous avez le résultat final. Le 3D est intéressant pour apprécier la circularité de la prothèse. La couleur peut être ajoutée en 3D pour voir s'il y a des fuites périprothétiques, mais il ne faut pas oublier de faire une analyse plus minutieuse en biplan ou en 2D avec et sans couleur. En ce qui concerne les fermetures de fuites périprothétiques, là, la fusion a un vrai intérêt dans notre pratique. C'est essentiellement dans cette indication que la fusion est vraiment intéressante. On positionne un marqueur à l'endroit où il y a le défect à passer en périprothétique. Vous voyez ici sur l'échographie, le marqueur jaune a été positionné au bon endroit. Vous avez l'image correspondante en fusion et ça aide le cardiologue interventionnel à franchir beaucoup plus facilement le défect. Il y a également une nouvelle modalité d'imagerie qui existe, qui est l'imagerie anatomique, où on peut avoir une représentation de l'ensemble des cavités, par exemple ici l'oreillette gauche et le ventricule gauche, par acquisition volumique, full volume de l'ensemble du massif cardiaque, qui peut être intéressante pour certaines procédures, notamment de remplacement valvulaire percutané mitral. Donc en conclusion, je dirais que l'échographie est essentielle et indispensable à la cardiologie interventionnelle structurelle, qu'elle est complémentaire de la fluoroscopie, mais qu'elle nécessite d'acquérir une formation dédiée qui est différente de l'acquisition de la formation OTO habituelle, et que cette formation doit être partagée par l'ensemble de l'équipe qui fait les procédures. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.